Évasion, frissons et découvertes sont au programme de votre week-end, mais problème, vous êtes en manque d'inspiration, alors stop, arrêtez tout, cette émission est faite pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Alpizir, le magazine qui réinvente vos week-ends. Pour la première étape de notre road trip, direction le lac de Monténard pour une initiation au kitesurf. Sur la nappe émeraude du deuxième plan d'eau le plus vanté d'Europe, les pieds sur une planche tractée par un cerf-volant, vivez une expérience unique poussée par des vents de 20 à 30 km/h. Ce jour-là, sur le lac de Monténard, les conditions sont optimales pour les amateurs de kitesurf. Soleil et vent malgré une eau à 17 petits degrés. Mais avant de se lancer, un dernier petit briefing s'impose. Quand tu tires là, que ton aile plonge, dès que ça va commencer à tirer et que tu vas venir enrouler tes épaules entre tes genoux, tu vas déjà être en train de corriger la trajectoire de ton aile avec l'autre main. Sport de glisse qui consiste à se faire tracter par un cerf-volant sur une planche. Ce sport est dépendant du vent, un élément qui fait du lac de Monténard le paradis de cette discipline. On a au moins 2 jours sur 3 ou 4 de vent chaque semaine et un vent qui n'est pas trop fort. On a une brise thermique qui est à une quinzaine de nœuds, qui permet une pratique un petit peu loisir avec un vent suffisant et pas trop fort pour pouvoir progresser dans des bonnes conditions. Pour cette session de plusieurs heures dans l'eau, Eric communique avec des talkie-walkie pour orienter et guider ses élèves, car sortir de l'eau peut parfois s'avérer difficile. C'est comme dans n'importe quelle activité de glisse, il va falloir regarder au loin. Le regard va donner la direction à prendre et va nous permettre d'avoir une accroche aussi sur les pieds et avoir une glisse qui dure au début 5, 10, 20 mètres et puis après jusqu'à effectuer des bords entiers. Deuxième plan d'eau le plus vanté d'Europe, le lac de Monténard a séduit ces deux Parisiens en quête de sensations venus se perfectionner. On a une grosse dose d'adrénaline en fait. Ce sont des sensations de glisse et en même temps de liberté parce qu'on est complètement autonome. Par rapport au wakeboard par exemple, on est tiré par un bateau. Là on est vraiment autonome, donc on ressent à la fois le côté adrénaline de la pure glisse et puis le fait de ressentir les éléments et le vent notamment. Les sensations sont extraordinaires, on a un vent assez régulier et le plan d'eau est superbe. Il n'y a pas trop de vagues, ce qui est plus pratique quand on débute. Puis il n'y a pas trop de monde non plus, donc il n'y a pas trop de monde à éviter, ce qui est très bien aussi quand on débute, donc super. Sport d'une vingtaine d'années, le kitesurf a définitivement le vent en poupe avec plus de 40 000 pratiquants en France. On quitte la fraîcheur du lac de Monténard et on troque la combinaison de plongée pour des bottes en caoutchouc direction Roibon dans la Lièvre, terre natale du compositeur Hector Berlioz. Honneur non pas à nos oreilles mais à nos papilles qui vont se délecter des bons produits de la ferme de la Dupré, courgettes, tomates, poivrons ou encore fraises et mûres, des fruits et légumes bichonnés par Denise et Cyril qui permettent aux gourmands de venir les cueillir eux-mêmes. Rencontre avec ces passionnés de la terre. Bonjour Denise, merci beaucoup de nous accueillir dans cet immense potager. Il fait quelle superficie ? Alors il fait 4 hectares 2, mais pour l'instant on ne cultive que 1,5 hectare en extérieur et on a 12 tunnels de 400 mètres carrés chacun. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme fruits et légumes actuellement ? Alors on a les tomates, les poivrons, les aubergines, les courgettes, les haricots verts, les salades, enfin tous les légumes de saison pour l'instant. On a quelques fruits rouges, donc il nous reste encore quelques petits grains de cassis et de groseille et bientôt les mûres. Alors, vous avez ouvert en 2010 sur un concept un petit peu original. Ce sont les consommateurs eux-mêmes qui viennent cueillir leurs fruits et légumes. Pourquoi ce choix ? Parce qu'on voulait changer un peu, on voulait être à proximité des gens et puis pas d'intermédiaire. Et puis le concept nous a plu, quoi. On voulait un peu de l'originalité. Et je suppose que ça a beaucoup plu au niveau des consommateurs ? Oui, si ça plaît. Les gens aiment venir ramasser parce qu'ils n'ont que le plaisir et ils n'ont pas les inconvénients de l'herbe et tout ça.
Et du coup, alors comment ça se passe? Donc on arrive, on prend une cagette et on choisit ce qu'on veut, c'est ça? Voilà, c'est ça. On met à disposition des seaux, des barquettes suivant pour ramasser les fruits, des couteaux, des ciseaux. Et puis les gens vont dans les cultures et ils ramassent ce qu'ils ont besoin. Et est-ce qu'il y a une façon bien précise de cueillir ou de couper les légumes, surtout pour pas les abîmer? Généralement, les gens connaissent un peu, donc ils font attention. Après, ceux qui ne connaissent pas, on leur explique. On leur explique que les blettes, par exemple, il ne faut pas les couper, il faut casser les cardes. Voilà, il y a des petites choses comme ça, mais généralement, ils savent. Et donc, quand vous avez ouvert, vous avez choisi un mode de culture raisonné. Pourquoi ce choix? Parce qu'on voulait une culture comme dans les jardins, comme dans l'ancien temps. Et du coup, on met que de l'amendement organique et pas de pesticides. Donc voilà. Et puis on fait, dans certains tunnels, on fait la lutte intégrée. Donc on lâche des insectes pour détruire les nuisibles. C'est vrai qu'on a l'impression actuellement que les consommateurs aiment être consomme-acteurs, comme on dit souvent, et qu'il y a un retour à la terre, aux bons produits du terroir. Est-ce que vous le sentez aussi au niveau des gens qui viennent ici? Oh oui, les gens maintenant recherchent qu'il n'y ait pas de pesticides, comme dans leur jardin, comme avant, naturel, le naturel, tout simplement. Eh ben merci beaucoup, Denise, de nous avoir accueillis chez vous. Pendant que je vais m'essayer à la cueillette avec Denise, qui va m'expliquer comment il faut faire, je vous propose de passer de la terre à la mer. Alors, quand on évoque les bons produits du terroir, on ne pense pas forcément à la pêche, et pourtant, les poissons trônent souvent sur les meilleures tables. À Beaufort, la pisciculture Murga produit plus de 700 tonnes de poissons par an. Immersion dans l'un des fleurons de la pisciculture française. C'est d'un geste léger que Vincent Murga nourrit ses poissons. Truite arc-en-ciel, fario, saumon de fontaine et amble chevalier, autant de salmonidés élevés de l'œuf au géniteur dans ces 3 hectares de bassin alimentés par des sources naturelles. Il y a plusieurs stades, il y a le stade alevin, truitelle, truite. Donc on arrive à la truite portion. Une truite portion, c'est 280 grammes. Pour les espèces qui croissent le plus vite, telles que l'arc-en-ciel, c'est environ 10 à 11 mois. Et pour l'omble chevalier, qui est l'espèce la plus lente, c'est 18 à 22 mois à peu près pour un poisson de 250-280 grammes. Et après, quand on va sur des tailles plus grandes, telles que ce qu'on appelle les truites à filet, par exemple pour la truite arc-en-ciel, on est dans des logiques à 16-18 mois et pour l'omble chevalier, on est à 30 mois, des choses comme ça, quoi. La pisciculture Murga produit près de 700 tonnes de poissons par an. Les poissons sont nourris par granulés sans OGM, sélectionnés selon leur âge et leur phase de grossissement. Un atelier de transformation a même été créé sur site pour garantir la traçabilité des produits du producteur au consommateur. Une exigence de qualité qui permet à ce fleuron de l'élevage aquatique de rayonner bien au-delà des frontières de l'Isère. 60% sont destinés au marché du frais, c'est-à-dire tout ce qui est consommation, en filet, en truite éviscérée. Et les autres 40% sont destinés au marché du vivant, principalement des pisciculteurs qui nous achètent des truitelles, des alevins, des œufs aussi, et qui prennent ça chez nous pour poursuivre la croissance dans leur site. Les marchés pour le poisson frais, c'est le Rhône-Alpes principalement, mais on est présent quotidiennement à Rungis, à Bordeaux, en Suisse, et puis accessoirement on sert des grandes tables à travers la planète, à Singapour, Tokyo, à Tour d'Argent à Tokyo particulièrement. Située à Beaufort, au bout de la plaine de la Bièvre, la pisciculture Murga est la plus ancienne pisciculture familiale de France. En tartare ou en filet, poêlé ou mariné, les salmonidés Murga se dégustent toute l'année, des produits d'excellence qui font la fierté du territoire depuis 1898. Les fruits et légumes sont cueillis, le poisson pour le plat principal est choisi, mais comme tout bon repas qui se respecte, la petite note sucrée en dessert ne doit pas être négligée. Blanc, au lait, noir ou pimenté, le chocolat est l'un des mets les plus prisés des gourmands. Mais il a aussi ses secrets. À la Côte-Saint-André, la maison Jouvenal, grande lignée de maîtres chocolatiers depuis 1912, lui a dédié un musée. Visite guidée.
Alors, bonjour Pierre Jouvenal. Bonjour Anne-Laure Jouvenal. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce magnifique musée. Alors, c'est le paradis à double titre, parce que le paradis du musée, c'est le nom du musée, mais c'est aussi le paradis des gourmands et des petits et grands amateurs de chocolat. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous est venue l'idée de créer ce musée. Alors, c'est Edison qui disait « Mes meilleures idées sont toujours celles des autres ». Et en fait, ça, c'est des idées de clients qui rêvaient de visiter l'entreprise. Et comme les visites d'entreprise sont presque impossibles à réaliser, on a dit on va dédier un musée au chocolat. Et ça, c'était en 1994 et c'était le premier musée du chocolat en France. Donc alors, qu'est-ce qu'on apprend ici dans ce musée du chocolat? On apprend plein de choses. On vous explique beaucoup de choses sur l'histoire du chocolat. C'est une très très belle histoire qui fait voyager dans le temps, mais qui fait aussi voyager dans l'espace. Donc il y a vraiment plein de choses à découvrir. On parle aussi de la qualité du chocolat. On essaye de faire passer le message qu'il vaut mieux manger moins de chocolat, mais en manger du bon, se faire vraiment plaisir. Quand on a des groupes de petits, on leur apprend à déguster et pas à manger. Les grands aussi. Pendant qu'on y est, on reparle un peu de toutes ces méthodes de dégustation. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens, de reprendre le temps de goûter. Et puis, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la qualité, les critères qui différencient le bon chocolat du chocolat bas de gamme. Oui, parce que le chocolat, il ne faut pas le croquer, surtout pas, il faut le laisser fondre. Oui, c'est très important. Alors, ça prend du temps. Souvent, on a un petit qui nous avait dit « Je préfère en prendre un deuxième plutôt que de laisser fondre le premier ». On lui a dit « Non, c'est dommage. Le vrai gourmand, il laisse fondre, il prend le temps. Il faut le faire 2 fois, 3 fois, on s'entraîne. Et puis après, on le fait toute la vie parce qu'on se fait vraiment plaisir. » Et puis le chocolat, c'est un produit très très ancien. C'était un mets très fin dès le début, quand il a été découvert en fait. Chez les Aztèques, chez les Mayas, c'était déjà un produit qui avait beaucoup d'importance. Il servait à soigner les gens, il servait à les rafraîchir, il servait aussi de monnaie d'échange. Donc il y a pas mal de choses rigolotes à raconter là-dessus, notamment quand on raconte aux petits qu'on pouvait acheter une femme avec des fèves de cacao, ça les fait rigoler. Donc oui, il y a plein de choses à expliquer. Alors pour ceux justement qui voudraient en savoir plus, vous organisez, je crois, des visites guidées et même des ateliers pour les plus gourmands. Alors on organise des visites guidées à la fois pour les particuliers pendant toutes les périodes d'été, de vacances, les week-ends, et puis on organise aussi pour les groupes, les gens qui viennent, qui sont amis des vieilles voitures, club du 3e âge, etc., même pour les entreprises. Et puis oui, on fait des ateliers, alors soit pour les groupes de petits, soit aussi des stages qui se passent à la boutique, cette fois dans nos ateliers de fabrication, où là on vous apprend à faire des macarons, du chocolat, des entremets, donc il y a plusieurs thèmes différents comme ça, et les gens repartent avec vraiment des bonnes pistes. Ça ne devient pas des chocolatiers, mais au moins ils savent faire des choses vraiment sympas chez eux. Oui, parce que la Maison Jouvenal, c'est un musée, mais c'est surtout une longue lignée de maîtres chocolatiers, pâtissiers, avec, pour maître mot, qualité, générosité et créativité. On peut dire ça comme ça, c'est flatteur, mais ça nous va. C'est mon grand-père qui a fondé la maison en 1912. Après, il y a eu mes parents, mon papa, ma maman, moi, mon épouse, Franck et Anne-Laure maintenant. Donc 4 générations, ça commence à faire, quoi. Mais comme je vous dis, il y a le même esprit. Moi, je me rappelle de ce que me disaient mes grands-parents par rapport au métier, qui étaient tout fiers que je sois la 3e génération. Et quand j'avais 15 ans, eh ben, c'était le même langage que maintenant quand on a un apprenti. C'est un beau métier, il faut le respecter. Les clients, mon grand-père disait toujours le client est roi. Et pour dire de bien soigner les gens, de faire attention. Alors, on n'est pas toujours à 100%, mais on essaye de mettre la barre mais très haute pour que les gens soient contents. Nous, ce qui nous rend heureux, c'est les clients satisfaits. Est-ce que c'est difficile à travailler le chocolat ? Quand on va partir à la retraite, on va vous dire non, pas trop. Quand on attaque la 1re ou la 2e année d'apprentissage, oui, beaucoup. C'est-à-dire que c'est un métier où on apprend tous les jours. Et il y a des techniques nouvelles qui sortent. Il y a une mode autour du chocolat. Toutes les télés s'en emparent. Et donc, tout bouge. Encore plus qu'avant. Du temps de mes grands-parents, c'était le début, ça bougeait pas bien. Après mon papa, ça commence à bouger, moi un petit peu plus. Puis maintenant, ça bouge. Et si on fait pas attention, on est vite largué, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut se tenir au courant, il faut se remettre en cause tous les jours. Et puis vous utilisez uniquement les produits du coin ? Ça aussi. Alors, pas au niveau du cacao, bien sûr, parce que malgré le réchauffement de la planète, ça pousse encore pas chez nous. Mais autrement que tout le reste, oui, on est aussi pâtissier, hein, c'est important, on est pâtissier, chocolatier. Pour tout ce qui est pâtisserie, les fraises, les framboises, ça vient à 10 km de chez nous. Non, on fait attention à utiliser que des bons produits et un maximum de produits de saison. Alors Anne-Laure, parlez-nous un petit peu des produits emblématiques de la Maison Jouvenal.
Nos produits emblématiques, c'est rigolo parce que ça va nous permettre de retracer toute l'histoire de la maison. En fait, on a des gâteaux très traditionnels chez nous. Souvent, ça fait sourire les amis de mon frère qui sont pâtissiers aussi, qui viennent et qui disent « Mais qu'est-ce que c'est encore que ces gâteaux comme ça ?» Oui, mais chez nous, ils existent depuis 1912 et donc on a des gens qui viennent, qui ont l'âge de mes grands-parents et qui disent « Quand j'étais petit, j'ai acheté ce gâteau, donc je veux à nouveau le même pour mes petits-enfants. » Donc le Berlioz, c'est le gâteau traditionnel avec de la génoise, de la ganache et des petits fruits dedans. Ça, c'est super bon, c'est très traditionnel. Le Danation, qui a été créé à l'époque de mes parents et puis un peu avec mon grand-père aussi. Donc c'est un chocolat qu'on goûtera tout à l'heure avec de la noix et de la feuilletine dedans, donc quelque chose de croustillant. Et puis la noix, je vous apprends rien, c'est vraiment du coin. Et puis mon frère, quand il est revenu dans l'entreprise, a mis en place une nouvelle recette qu'il a appelée le centenaire, puisqu'on fêtait les 100 ans de la maison en 2012. Donc c'est un gâteau avec du spéculoos, du caramel et du chocolat. Bon, alors en parler c'est bien, mais les déguster c'est quand même bien mieux. Alors en plus vous nous avez préparé une petite boîte de votre produit Danation. Alors est-ce qu'il est bon à se damner? on va goûter ça tout de suite. Alors pendant que nous on va succomber à la tentation, je vous propose de découvrir un autre musée, les forges et moulins de Pinceau, nichés au cœur du massif de Beldonne et ses sentiers du fer. Il propose aux visiteurs une plongée dans la vie quotidienne des paysans ouvriers d'autrefois. C'est un beau voyage au cœur de la vallée du Haut-Bréda. Avec ses moulins agricoles, sa forge et sa scierie, l'écomusée intercommunal de Pinceau est un témoignage vivant des savoir-faire traditionnels. Dans la chaleur du foyer ou devant la meule de pierre, le public apprend le secret des gestes d'antan. Le moulin à farine, on était dans des petits villages qui étaient isolés de tout, donc ça permettait... Au quotidien, il y avait beaucoup de mineurs avant ici dans le pays d'Alvar, il y avait les mines de fer, donc ça leur permettait de faire le pain quotidien, la soupe de crozet. La soupe de crozet, c'est la soupe de mineurs. Et puis le moulin à huile, c'était une des seules sources de matière grasse, donc ils allaient fabriquer de l'huile de noix. Il faut imaginer qu'avant, ici, les gens du pays avaient tous quelques noyers dans le jardin et ça leur permettait de faire une petite production d'huile. De la même manière, la forge, c'était le complément au métier de paysan. Les gens étaient paysans forgerons, paysans mineurs, paysans ouvriers. Et donc, il y avait des gens qui travaillaient à la forge pour la fabrication des outils. Si la production de farine de froment s'est arrêtée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les habitants utilisent toujours le moulin à huile, car Pinceau est avant tout un musée bien vivant, avec des visites guidées et de nombreuses démonstrations. L'ensemble des machines, rarement réunies au même endroit, fonctionne depuis plus de 100 ans, grâce à la force de l'eau du Glaisin. Et des outils aux machines en passant par le pressoir, tout est d'époque. Les deux moulins agricoles qui se trouvent chez nous, ils étaient là à l'origine dans le bâtiment. La forge où on se trouve, elle a été reconstituée. Alors, on n'a pas amené une forge ici par hasard. Il y avait bien des forges dans le village de Pinceau. Il y en avait une pas très loin d'ici, à une centaine de mètres. C'est juste, le jour où le musée était mis en place, la forge était déjà trop ancienne, trop dégradée. On n'a jamais pu récupérer le matériel qui se trouvait à Pinceau. La forge où on se trouve ici vient de la chapelle du Bar. Et elle a été reconstituée avec un système d'entraînement hydraulique. Tous les ans, le musée de Pinceau accueille une exposition temporaire du mois de mai jusqu'à fin septembre. Autre incontournable, le salon de l'outil déchaîné, un salon de sculpture métallique réalisé avec de vieux outils forgés. 2 temps forts concoctés par une quinzaine de bénévoles de l'association des forges et moulins du pays d'Alvar. C'est ainsi que s'achève notre road trip touristique à travers les Alpes. Alors bien sûr, notre territoire regorge de bien d'autres trésors. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à la version papier du magazine édité par le département. Quant à moi, je vous souhaite un très bel été et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Alpizir. D'ici là, amusez-vous bien.